Vous aimez écouter les podcasts, mais peut-être avez-vous envie de lancer le vôtre. Créer un podcast, c'est partager ses idées, ses passions, son expertise ou faire connaître sa marque si vous êtes une entreprise. Alors pour vous aider, j'ai conçu une formation complète au podcasting pour maîtriser l'art du podcast de A à Z. 25 vidéos pour savoir comment élaborer le concept de votre podcast, quel matériel choisir en fonction de vos besoins, comment enregistrer dans les meilleures conditions. Et puis on parle aussi du montage, du mixage, du traitement audio et surtout de la préparation éditoriale et même du cadre juridique. Bref, un tour d'horizon complet, tout en restant accessible à tous. Je fais du podcast et de la radio depuis plus de 25 ans et dans cette formation, je vous livre tous mes secrets. Et pour vous, auditeurs de Monde Numérique, je suis heureux de vous offrir 20% de réduction sur le prix de la formation jusqu'à fin novembre avec le code podcast24. Voilà, rendez-vous sur le site formationpodcastpro en un seul mot.com pour découvrir tous les détails et démarrer votre aventure dans le monde du podcasting. Monde numérique. Ces outils-là, c'est probablement pas une mode, ils sont là probablement pour rester, ils vont modifier beaucoup de choses sur le long terme, sur la manière dont on apprend, dont on travaille, dont on invente. Et donc probablement, il faut réfléchir à la manière de les introduire de manière positive. Bonjour Pierre Evoudeillé. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche au centre INRIA, l'Institut de la recherche en informatique à Bordeaux. Et vous signez un livre qui vient de sortir sur l'intelligence artificielle. Mais alors, il a une particularité, c'est que c'est un livre destiné aux enfants. Ça s'appelle « C'est pas moi, c'est l'IA » aux éditions Nathan. Et c'est un livre vraiment pour les collégiens et puis je pense aussi un peu leurs parents, peut-être leurs enseignants. Pourquoi ce livre ? Comment vous est venue l'idée ? Pourquoi est-ce que vous avez eu l'idée de faire un livre pour l'IA pour les enfants ? Il y a plusieurs raisons, mais d'abord aujourd'hui, on est dans un monde où l'intelligence artificielle est en train de transformer beaucoup de domaines dans la société. Alors bien sûr, dans l'industrie, ça a un rôle économique extrêmement grand, mais aussi par exemple, ça a un impact par exemple pour la démocratie, pour la culture, et puis à l'école. À l'école aujourd'hui, par exemple, vous avez plus de 70% des collégiens et des lycéens qui ont déjà utilisé ChatGPT pour les aider à faire leurs devoirs, pas toujours de la meilleure des manières. Et donc, c'est devenu très important que les enfants, les adolescents, mais aussi leurs parents et les enseignants, comprennent mieux ce nouveau monde, soient équipés intellectuellement pour en devenir des acteurs et pour aller dans une direction positive. C'est ça qui nous a motivés avec Didier Roy, avec qui j'ai écrit ce livre, à commencer ce projet. Alors, c'est un livre qui est très, très accessible, évidemment, puisque je l'ai dit, ça s'adresse aux collégiens. Et donc, vous expliquez à la fois l'aspect historique, mais surtout ce qu'est l'intelligence artificielle, les intelligences artificielles, mais aussi l'intelligence artificielle générative. Il y a plein de choses, il y a même des exercices à l'intérieur. Ouais, tout à fait. Alors, on a essayé de faire un livre qui soit très facile à lire, c'est-à-dire que d'abord, il est découpé en chapitres sur des sujets assez différents. On va parler de comment est-ce qu'on fabrique un logiciel comme ChatGPT, comment est-ce qu'on peut l'utiliser pour apprendre mieux dans le contexte scolaire, quels sont les enjeux énergétiques, qu'est-ce que c'est les deepfakes, etc. Et puis à la fin de chaque chapitre, on fait des petites activités. Donc par exemple, il y a des chapitres où on explique comment est-ce qu'on peut fabriquer un jeu vidéo en utilisant ChatGPT, comment est-ce qu'on peut s'aider à programmer un jeu vidéo. Ou alors, un autre exemple, c'est on montre comment est-ce que on peut utiliser ChatGPT pour faire une enquête, par exemple, sur un sujet un peu curieux, par exemple, essayer de comprendre est-ce que les plantes peuvent avoir des formes d'intelligence, par exemple. Alors, il faut dire que vous travaillez sur ces sujets depuis longtemps et en particulier sur les rapports entre les IA, les machines et les enfants, c'est ça ? Alors, plus précisément, dans mon équipe de recherche, on s'intéresse à essayer de comprendre les mécanismes de la curiosité, à la fois chez les humains et chez les machines. Donc ça veut dire essayer de savoir quels sont les mécanismes du cerveau chez l'humain qui vont pousser l'enfant, mais aussi les adultes, à explorer spontanément pour apprendre, pour découvrir quel rôle ça peut avoir. Et puis comment est-ce qu'on peut modéliser ça dans des systèmes d'intelligence artificielle pour les rendre plus autonomes, plus flexibles, mais même plus fondamentalement, en fait, on utilise des machines d'intelligence artificielle pour modéliser et mieux comprendre les humains. Donc, ça nous a amené à développer plusieurs nouvelles théories qui ont ensuite donné lieu à des expérimentations et d'ailleurs qui ont été vérifiées pour certaines d'entre elles. C'est-à-dire, on peut donner un exemple ? Donc, par exemple, une théorie qu'on a développée depuis un certain nombre d'années, c'est l'idée que
ce qui intéresse le cerveau quand il est dans un état de curiosité, souvent on a l'impression que c'est la nouveauté, la surprise, mais en réalité c'est quelque chose d'un tout petit peu plus compliqué que ça, c'est ce qu'on appelle le progrès en apprentissage. Donc c'est-à-dire par exemple une activité dans laquelle au début on va avoir un petit peu de mal, mais si on y passe un peu de temps, on va s'apercevoir qu'on s'améliore. C'est ça le programme d'apprentissage. Et donc ça, d'abord, on a développé cette théorie en réfléchissant de manière un petit peu abstraite à quels sont les mécanismes qui pourraient guider un individu pour explorer efficacement un environnement qui est très grand, très large. Par exemple, imaginons qu'on ait un robot, il connaît rien au début de son corps, il connaît rien de l'environnement, il faut qu'il le découvre, qu'il apprenne à prédire ce qui va se passer, quelle expérience il va faire pour collecter des données utiles. Et on s'est aperçu que explorer en essayant d'aller dans les activités ou les parties où il fait du programme d'apprentissage, c'était très efficace. Donc ça nous a amené à générer l'hypothèse que peut-être, eh bien, chez les humains, il y avait quelque chose de similaire. Et donc, on a mis, par exemple, en place des paradigmes expérimentaux où on donnait à des humains différentes activités, des petits jeux qui avaient des difficultés d'apprentissage différentes. Certains étaient même triviaux, d'autres carrément impossibles. Et puis, on leur disait, bah voilà, vous êtes libre d'explorer comme vous voulez, ce qu'il vous plaît, les différentes activités. Et puis, on a regardé la manière dont ils s'organisaient pour explorer. Et puis, on a utilisé des outils mathématiques pour essayer de savoir c'était quoi les mesures dans leur cerveau qu'ils utilisaient pour organiser leur exploration. Et on a effectivement découvert que le programme d'apprentissage était une des mesures les plus importantes. C'est-à-dire que c'est presque plus important que le QI. Enfin, on peut comparer ça ou ça n'a rien à voir? Alors, c'est un petit peu différent. Ce qu'on appelle le QI, c'est certaines capacités du cerveau qui sont mesurées par des outils de psychologie très particuliers et qui d'ailleurs souvent sont présentés comme mesurer entre guillemets l'intelligence des personnes, mais en réalité ça mesure que certaines formes extrêmement particulières d'intelligence. Par ailleurs, le QI s'intéresse pas du tout à la manière dont certains savoir-faire cognitifs en mathématiques, en maîtrise de la langue, certaines formes de créativité peuvent se développer au cours du temps. Et nous, c'est vraiment ça qui nous intéresse. C'est quoi les mécanismes d'apprentissage qui permettent de s'améliorer au cours du temps? Comment est-ce que l'enfant passe d'un état où au début, finalement, il connaît pas grand-chose du monde, de son corps même, il connaît pas grand-chose des interactions sociales, il sait pas parler, et puis très vite, en quelques années, il va être capable d'apprendre tout un tas de choses. Et pour apprendre, ce qui est absolument clé, c'est qu'il faut pratiquer, il faut faire des erreurs, il faut explorer. Et les enfants explorent de manière extrêmement sophistiquée. Ils s'intéressent pas à tout et n'importe quoi. On a l'impression, évidemment, nous, en tant qu'adultes, quand on les voit explorer, que voilà, parfois, ça peut être un petit peu désorganisé. Mais en réalité, quand on prend l'œil du scientifique, qu'on regarde ce qu'ils font, c'est souvent très malin. Et du coup, ce dont on s'est aperçu, c'est qu'il y avait probablement des circuits neuronaux dans leur cerveau qui récompensaient leurs explorations quand ils sont en train de faire du progrès quelque part, et que ça, c'était une manière d'explorer qui était extrêmement efficace. Voilà. Et qui provoque de la satisfaction, du coup. Et qui provoque du plaisir d'apprendre, de la satisfaction, littéralement de la libération de dopamine, molécules qui génèrent du plaisir dans le cerveau. Voilà. Donc, et ça, c'est très important. Et c'est ça d'ailleurs aussi qui nous a amené un tout petit peu plus tard dans ces projets de recherche à nous intéresser à des applications de ces idées. Alors, à des applications à la fois dans le domaine de l'intelligence artificielle assez fondamentale. Comment est-ce qu'on peut faire des machines, des robots, mais aussi des logiciels qui vont être capables d'explorer un domaine avec des mécanismes similaires pour s'auto-améliorer. Et puis aussi, comment est-ce qu'on peut aussi construire des outils, par exemple des logiciels éducatifs qui vont aider les enfants ou les adultes à apprendre de manière pas simplement plus efficace, mais aussi plus motivante. Donc par exemple, on a fait des logiciels qui personnalisaient des séquences d'exercices pour maximiser la motivation intrinsèque et l'efficacité de l'apprentissage chez les enfants. Alors, vous l'avez dit, l'IA, elle est déjà utilisée par les plus jeunes, hein, mais pas toujours en bien. Il y a de nombreux témoignages d'enseignants qui disent qui en viennent à se demander si le fait, par exemple, de donner des devoirs à la maison, ça sert encore à quelque chose. Parce qu'il y a beaucoup de collégiens, de lycéens qui n'hésitent plus à faire travailler ChatGPT, à faire du copier-coller, souvent maladroit. Certains relisent, retouchent, etc. D'autres pas du tout. Donc, comment est-ce que vous voyez quelle approche vous avez de ça, vous? Est-ce qu'il y a une manière à faire mieux, en fait, ou autrement? Alors, ouais, d'abord, vous avez raison. Aujourd'hui, il y a un défi dans le monde de l'éducation, c'est que il y a 2 ans, les systèmes d'IA générative n'existaient quasiment pas. En 2 ans,
ça s'est répandu à une vitesse incroyable et en particulier chez les plus jeunes, c'est une vague gigantesque où l'usage est devenu absolument massif et c'est un usage qui n'est pas à la fois bien compris par eux-mêmes, dont les conséquences ne sont pas bien comprises et effectivement, il y a tout un tas d'élèves, eh bien, qui pensant gagner du temps ou pensant peut-être avoir une meilleure note pour leurs devoirs à la maison, ben, vont avoir des réflexes, par exemple, de demander de faire le devoir à leur place. Et évidemment, bah, on comprend tout de suite que ça n'a pas un grand intérêt pédagogique. Ils vont pas apprendre grand-chose en faisant ça. L'enseignant, bah, ça va lui faire perdre un petit peu de temps de corriger des trucs qui ont été rédigés. Donc, on peut comprendre effectivement que certains enseignants aient cette réaction de bah, j'arrête de donner des devoirs, mais en même temps, probablement, il faut aussi prendre le temps du recul, réaliser qu'en fait, bah, ces outils-là, c'est probablement pas une mode, ils sont là probablement pour rester, ils vont modifier beaucoup de choses sur le long terme, sur la manière dont on apprend, dont on travaille, dont on invente. Et donc probablement, il faut réfléchir à la manière de les introduire de manière positive, constructive dans le système scolaire, plutôt qu'au contraire, bah, dire on va tout faire pour les mettre de côté par exemple, on arrête de faire des devoirs. Alors, aujourd'hui, on n'a pas encore une compréhension extrêmement bonne de c'est quoi les meilleures manières de les. Oui, c'est ça. On a l'impression que c'est encore un peu flou parce que C'est encore un peu flou totalement parce que c'est très récent et que bah, pour comprendre c'est quoi les bonnes manières, il faut un peu expérimenter, que ça soit dans les laboratoires de recherche ou dans les classes. Il faut essayer, comparer. Mais néanmoins, par exemple, on commence à avoir des petites idées d'usage qui sont un peu mieux que ceux dont on vient de parler. Par exemple, un élève, au lieu de demander à un système d'IA générative de faire ses devoirs à sa place, peut-être, par exemple, il peut dire, bah tiens, voilà mon devoir, voilà ma leçon d'histoire géo, ou voilà ma leçon de maths. Aujourd'hui, c'est très facile, il suffit de prendre une photo, on l'upload dans le système, et est-ce que tu peux me poser des questions pour vérifier si j'ai bien compris, par exemple. Donc déjà, ça c'est un usage qui est bien mieux, qui d'ailleurs est pas mal du tout parce qu'il n'y a pas forcément quelqu'un à la maison pour tous les enfants en permanence qui peut les aider à vérifier s'ils ont bien compris. Donc ça peut être un complément utile. Pour les enseignants, c'est pareil, ça peut être un outil, par exemple, qui leur permet de créer des contenus, par exemple, créer des quiz, créer des questionnaires. Par exemple, imaginons qu'ils sont en train de faire une leçon de maths sur tel sujet, puis en même temps, par exemple, en sciences, ils travaillent sur les volcans, ou en histoire, ils travaillent sur, ou en géographie, ils travaillent sur telle métropole. Et ben, par exemple, le prof, il peut dire, bah tiens, j'aimerais croiser un peu ces domaines. Est-ce qu'on peut essayer d'inventer un problème de maths qui est en rapport avec ce sujet de géographie, par exemple? Donc ça peut être aussi assez utile dans cette perspective-là. Mais dans tous les cas, la première étape, je pense, extrêmement importante, c'est que tant les élèves que les profs et que les parents, ils comprennent mieux un petit peu les enjeux à la fois éducatifs, sociétaux de ces outils-là pour pouvoir en fait les utiliser de manière responsable. C'est-à-dire que rien que les élèves, une fois qu'ils auront compris par exemple les rapports entre leur usage, leurs apprentissages, leur réussite scolaire, bah, tout de suite peut-être qu'ils vont plus avoir les mêmes réflexes. au fond, penser il faut pas, les profs ne devraient pas demander aux élèves de ne pas se servir de l'IA, mais en revanche, il faut l'utiliser différemment, quoi. Exactement, tout à fait. Il faut trouver des usages différents. C'est facile à dire parce que C'est facile à dire. on en est encore au stade Il de faut l'expérimentation, comme vous le dites vous-même. il faut tout à fait, il faut expérimenter et je pense qu'il faut faire aussi preuve d'humilité et de patience, dans le sens où bah, peut-être que les premières choses qu'on va essayer vont pas être les meilleures. Il faut pas forcément dire que se dire qu'on va forcément trouver tout de suite la bonne solution parce que c'est difficile. Donc il faut prendre le temps du recul et il faudra pas non plus tirer des conclusions trop hâtives quand on aura trouvé un usage même positif. Il faudra comprendre comment est-ce qu'il évolue au cours du temps, comment est-ce qu'il est approprié par les enseignants, par les élèves, comment il s'hybride avec d'autres choses. Il faut prendre le temps. Et c'est pas d'ailleurs spécifique au monde de l'éducation. Par exemple, aujourd'hui, dans les entreprises, bah, vous voyez les employés qui commencent à utiliser de manière aussi massive Ouais. ces outils-là. Bah, c'est la même chose, en fait. Il y a des usages qui sont plus ou moins positifs, plus ou moins productifs, plus ou moins souhaitables. Et la plupart des entreprises n'ont pas encore la compréhension la meilleure de savoir quelle est la bonne direction à prendre. Donc, il faut essayer. Mmh. Votre livre sert à ça aussi? Il s'adresse aussi un peu aux enseignants? Ah, il s'adresse entièrement aux Ah, enseignants aussi et même, j'allais dire, à tous les adultes un peu curieux. On a déjà eu effectivement des lecteurs de tous les âges, même des lecteurs ou des lectrices à la retraite qui nous ont fait de super retours. mmh. Et en réalité,
Dans sa forme, il est fait pour être très accessible, mais on a vraiment essayé de présenter des sujets qui sont finalement relativement avancés, à la fois d'un point de vue technique. Par exemple, on explique de manière relativement accessible comment est-ce que on fait du surentraînement des grands modèles de langage. Par exemple, comment est-ce que on utilise des scoreurs humains pour mettre des notes qui vont permettre par exemple, d'aligner un tout petit peu plus le comportement des modèles de langage sur les préférences des humains, par exemple sur les préférences de valeurs ou d'éthique de certaines populations. Et par exemple, on explique en quoi ça pose à la fois des enjeux techniques, mais aussi des enjeux éthiques. Parce que, par exemple, aujourd'hui, il y a des scoreurs qui sont payés de manière pas très respectueuse dans des pays où le droit du travail est parce qu'il est en Ouais, c'est Europe. les petites Et mains de puis, l'IA dont on parle les petites mains parfois. de l'IA et puis qui sont exposés à des contenus qui peuvent être très embêtants pour eux-mêmes. Alors ça permet aux utilisateurs européens et nord-américains d'avoir des contenus qui sont bien policés, dans lesquels il n'y a pas de choses éthiquement problématiques, mais c'est grâce au fait qu'il y a des petites mains qui ont été exposées auparavant à ces contenus. Ça, Euh, c'est tout ce qui et puis touche à ça la pose même des problèmes modération, et cetera, comme sur les réseaux sur la sociaux. modération. Tout à fait. Donc par exemple, on parle de ces choses-là qui sont quand même pas des sujets, on va dire, complètement triviaux. Et on parle aussi, par exemple, des limites des systèmes d'intelligence artificielle générative tels qu'ils existent aujourd'hui. Ils ont certains côtés des puissances extraordinaires. Par exemple, ils sont capables parfois de résoudre des problèmes de mathématiques de niveau de l'université. Et puis en même temps, ils font parfois des erreurs surprenantes qu'un enfant de CM2 pourrait pas faire. Et ça, c'est par exemple lié au fait qu'ils n'ont pas été entraînés en étant connectés au monde physique Mmh, et mmh. social, un peu comme les humains apprennent. Et donc, par exemple, on explique en quoi, là, il y a une énorme marge de progression à faire pour les rendre leur intelligence un tout petit peu plus entre guillemets comme les humains, de manière à ce que par exemple, les projections naturelles qu'aujourd'hui les gens font sur ces systèmes, parce qu'ils parlent comme si c'était des personnes, alors que ce ne sont pas du tout des personnes, ce sont des objets complètement différents. Bah, comment est-ce que et donc il y a un mismatch qui amène souvent à des mauvaises compréhensions. Comment est-ce qu'on peut mettre au point des systèmes qui soient à la fois plus transparents et qui fonctionnent d'une manière plus facilement interprétable et moins déceptive finalement pour les utilisateurs. Mmh. Est-ce que vous craignez pas, alors on comprend qu'il y a un potentiel énorme et qu'il y a potentiellement des choses fantastiques et positives à faire dans l'enseignement, mais est-ce que vous craignez pas qu'avant qu'on en arrive là, il y ait de la casse? C'est-à-dire des professeurs, des enfants qui ne fassent pas finalement une bonne utilisation de l'IA et qui, je prends encore une fois cette histoire de plus donner de cours à la maison, parce que finalement, c'est un peu un déficit, ça va être un déficit d'éducation, d'instruction à l'arrivée. Il n'y a pas un risque d'espèce de génération sacrifiée? Alors, il y a clairement des enjeux importants. C'est pas totalement clair que, on va dire, l'éducation va s'écrouler comme ça du jour au lendemain parce que ces systèmes arrivent. Mmh. Heureusement, aujourd'hui, les élèves, il y a quand même une grande partie de leurs apprentissages qui se font en classe. Voilà, les devoirs, c'est important, mais il y a quand même beaucoup des apprentissages qui se font en classe. Et en classe, c'est quand même l'enseignant qui est vraiment totalement aux manettes des outils qui sont utilisés. Donc, moi, si vous voulez, je pense qu'il y a des grands défis, mais je reste relativement optimiste. Là, aujourd'hui, beaucoup d'enseignants sont un petit peu sur la réserve parce que c'est tout nouveau. Ils ne seront pas non plus formés, les enseignants. Mmh. C'est pour ça aussi qu'on a écrit ce livre. Hein. C'est aussi à destination des enseignants pour leur donner des clés, des outils. Mais finalement, par ailleurs, ce dont on s'aperçoit, c'est que peut-être que les usages et les manières d'introduire ces outils-là dans des classes, il n'y a pas forcément des choses gigantesques à faire pour les transformer en des choses un petit peu plus positives. Par exemple, on commence à expérimenter de notre côté pour essayer de comprendre comment est-ce que les élèves peuvent utiliser mieux ces outils-là. Par exemple, être capable de leur poser des questions de manière efficace quand ils cherchent des informations sur un sujet donné. Donc aujourd'hui, un des enjeux pour les enfants, pour les adultes d'ailleurs aussi, c'est pas simplement que parfois ils vont demander à ChatGPT de faire les devoirs à leur Mmh. place, mais c'est aussi que même quand eux-mêmes en fait ils vont faire des recherches d'informations, alors quelque chose qui est important d'avoir en tête aujourd'hui, la plupart des ados qui commencent à utiliser ChatGPT pour, par exemple, faire leurs devoirs, très souvent par la suite, pour chercher des Ouais. informations sur n'importe quel sujet non scolaire qui peuvent les intéresser, ils ne passent plus par des moteurs de recherche. Ils demandent directement à ChatGPT, Claude, Mistral, etc. Et ça, c'est la porte ouverte Euh, au alors c'est, à cause exactement. des Et, hallucinations et, des
Exactement. Donc, voilà. Et donc du coup, la question c'est comment est-ce qu'on arrive à les faire poser les bonnes questions et les faire interpréter correctement les réponses. Et on a fait des petites expériences il y a pas longtemps dans un collège en Nouvelle-Aquitaine au mois de juin. Dans mon équipe, notamment la thèse d'une chercheuse qui s'appelle Rania Abdelghani, et elle s'est aperçue en donnant à des collégiens des petits exercices de sciences dans lesquels il fallait qu'ils posent des questions à ChatGPT pour trouver la réponse, ou alors dans lesquels il fallait qu'ils sélectionnent des questions qu'on avait formulées à l'avance, certaines volontairement très bien formulées et d'autres volontairement moins bien formulées, par exemple où il manquait du contexte. Et en fait, on s'est aperçu que une bonne partie des élèves, pas tous, mais une bonne partie, ne savaient pas faire la différence entre une bonne question et une mauvaise question. Et puis, quand ils posaient une mauvaise question et puis que la réponse de ChatGPT, manifestement, n'était pas totalement adaptée, ils n'avaient pas le réflexe de reformuler la question pour reposer et itérer. Mais néanmoins, on s'est aperçu qu'en fait, les élèves qui n'arrivaient pas à faire ça, quand on les comparait avec les élèves qui arrivaient mieux à faire ça, il y avait quelques différences plus générales qui étaient liées à ce qu'on appelle par exemple leur métacognition. C'est-à-dire la métacognition, c'est la capacité du cerveau à savoir ce qu'il sait, savoir ce qu'il ne sait pas, comprendre ce qu'il comprend, ce qu'il ne comprend pas. Et on s'est aperçu que les élèves qui avaient une métacognition un petit peu plus développée, ils avaient tendance à avoir une utilisation finalement plus raisonnée et plus raisonnable de ces outils-là. Donc ça donne une première piste d'intervention. Ça veut dire qu'en fait, muscler la métacognition chez les élèves, qui est d'ailleurs quelque chose qui est pertinent pour toutes les matières, pour les mathématiques, pour la langue, ça c'est une très bonne piste. Et puis la deuxième chose dont on s'est aperçu, c'est que les élèves qui déclaraient avoir déjà pas mal utilisé ChatGPT, en connaître bien les forces, etc., c'était les élèves qui avaient les moins bons résultats. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, probablement que si les élèves sont pas du tout guidés et qu'ils explorent un peu par eux-mêmes ces outils d'IA générative, ils vont se construire des images mentales, des métaphores pour comprendre ces systèmes qui vont être complètement fausses et qui vont les amener finalement à pas les utiliser de la bonne manière, pas poser les bonnes questions, pas interpréter de la bonne manière. Et ça, c'est encore une autre piste qui est associée aussi à la motivation de l'écriture de notre livre, c'est d'essayer de leur donner les bons outils pour mieux les comprendre de manière un petit peu plus objective, avec plus de recul. Merci beaucoup Pierre-Yves Vaudeyer, co-auteur avec Didier Roy de ce livre « C'est pas moi, c'est l'IA » aux éditions Nathan. Comme vous l'avez dit, c'est un livre très accessible, très illustré en plus, donc accessible même pour les plus jeunes, mais aussi pour les adultes. Merci. Merci.